Bonjour à vous, fans de pop culture. Et nous revoilà pour la suite de notre rétrospective sur les films One Piece. Et nous nous étions quittés sur un véritable banger avec le baron Omatsuri. Je ne bois pas, je ne fume pas, mais qu'est-ce que je peux sucer? Une énorme claque artistique qui n'a pas eu le succès public qu'il mérite. Le film porte en effet avec lui les chiffres les plus bas du box-office, et malgré la popularité grandissante de la licence One Piece, les films dérivés, eux, semblent petit à petit lasser le public. Et pour la Toei, c'est bien un signe qu'il faut revoir leur méthode de production. Donc on se pose, on réfléchit, et on se demande ce qui pourrait ramener le public en salle. Allez, on y croit! Putain, fais chier! Le simple fait que tu respires est un crime, Romy. Tu ne mérites que la mort. Tu ne mérites même pas de rester en vie. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Pars et sois tranquille. Quelque part, des amis t'attendent. Trouve-les et reste à leur côté. Nous sommes en 2005. 5. Le manga One Piece est au milieu de l'arc Enies Lobby et l'animé est sur les rails pour l'île de la justice. Donc oui, l'animé et le manga commencent doucement à se rapprocher et ça serait bien bête de mettre du filler au milieu de tout ça, non? Et c'est marrant parce que oui, on sait. Pour le cinéma, la Toei essaye de poursuivre ses efforts, mais c'est compliqué quand la talentueuse équipe du dernier film se casse pour partir vers de meilleurs horizons. Je suis dans la merde! Dont une bonne partie chez Madhouse avec Osoda pour travailler sur son prochain long métrage, La Traversée du Temps. Bon, autant dire qu'il gagne au change et se retrouve même au sein d'un studio qui va dans les années 2000 et 2010 tout niquer. Mais bon, restons chez Toei. Au secours! L'objectif affiché du studio, c'est de se relever du semi-échec du baron Omatsuri. Et pour la Toei, il est évident que cela était dû au ton de ce dernier, jugé beaucoup trop sombre et peu attrayant pour un jeune public. Du coup, on se dit que la bonne direction, c'est de renouer avec le ton léger et fun des premières productions. Et pour ce faire, on réunit une équipe de choc. Alors, quand j'ai dit que toute l'équipe du précédent film s'est tirée, j'ai un peu menti. Il y a bien une personne qui est restée fidèle au poste et sur qui le studio mise tout pour rétablir le succès, et c'est Mashiro Ito, le scénariste de programme télé. Mais si, vous savez, le gars à qui on a modifié les 3/4 du script parce que Osoda trouvait que c'était de la merde. Je vois. Bon, on rappelle quand même le réalisateur du 4e film, car après tout, lui au moins, son film avait bien marché, donc bon, il y a aucune raison qu'il ne réussisse pas de nouveau, parce que, évidemment, c'est un réalisateur talentueux à la sensibilité artistique. Il y avait plus personne. Après, attention, il revient pas tout seul, puisque Eisaku Inoue revient en tant que chara-designer et directeur d'animation. Te revoilà enfin, fils de Babylone. Mais bon, on garde quand même Tanaka Koe, accompagné de Yasunori Iwasaki, un compositeur principalement connu pour sa BO de Tenju Tenge. Bon bah au moins j'aurais pas à me plaindre de la musique. Bon, sinon le casting. Pour le cast original, on retrouve Hisako Kyoda, qui en gros joue les vieilles dans tous les animés qu'elle peut. On a aussi Takashi Aono, qui a déjà prêté sa voix à Mihawk dans la série animée, et qui est surtout connu pour son doublage du roi démon Piccolo. Donc bon, gros respect, hein. Mais quand on a besoin de doubler un vieux, bah on fait aussi appel à lui. Et bien sûr, on va pas oublier notre petite guest star du jour, c'est Goro Inagaki, qui est un acteur qui commence à être assez connu à l'époque. Il a joué dans pas mal de séries drama à succès et a même endossé le rôle culte du détective Kindachi Kotsuke, bien moins connu chez nous, mais qui pourrait être vu comme l'équivalent du Sherlock Holmes japonais. Un rôle qui lui a permis d'avoir un certain statut dans la profession et lui donnera moultes opportunités, comme jouer un vilain de One Piece.
c'est quelque chose. 改めて私の名はラチェット。 Et pour l'accompagner en larbin, on fait appel à un duo d'humoristes, Koji Kato et Keiichi Yamamoto, qui formaient ensemble un duo manzai appelé le Gokuraku Tombo. この島の領主にして天才発明家。いくら客人といえども失礼っす。 Et anecdote intéressante, ils se sont séparés juste après le film. Non, je voulais juste le dire. Eh bah bonne année. Keiichi Yamamoto s'est reconverti youtubeur. Oh. Et comme tout youtubeur qui se respecte, il s'est fiancé avec une meuf qui a 30 ans de moins que lui. J'ai toujours été passionné par les boules et j'évolue dans un milieu où il y a énormément de pointeurs. Anecdote plus amusante, on a le droit à un petit changement avec la voix de Chopper, campée cette fois par Kazue Ikura. La seiyuu originale, Ikoe Otani, est en partie pour ses congés maternité. Pour l'ending de fin, on fait appel au boys band News, qui commence à se faire connaître. Autant par ses chansons un peu random, que par ses chanteurs qui semblent avoir de gros soucis avec l'alcool, alors qu'ils sont encore mineurs. C'est ça alors, tu prends les risques. Sinon, pour la VF, on prend les mêmes et on recommence. Adrien Solis, Philippe Roulier, Vincent Moreau et Christine Paris. Bon, je fais que les lister et je donne l'impression que ça me gonfle, mais vu qu'on a encore les mêmes archétypes de personnages originaux, on tourne assez vite en rond dans les performances vocales. Mesdames et messieurs, chers pirates, cette nuit, ce sabre va sortir du sommeil dans lequel il est plongé depuis des siècles. Mais c'est la vérité, je le jure, ce trésor existe, il existe réellement, puisque nous sommes privés des sphères sacrées. Notre seule chance est le pouvoir de Maya. Ouais, ici le laboratoire, je vous écoute. Tu résistes vraiment bien, mon fameux coup de pied. Mais ligoté comme tu l'es, tu n'as aucune chance de t'en tirer. Bonsoir, est-ce que je pourrais vous parler quelques instants? Regarde les choses en face, tu n'es plus en état de te battre. Après, c'est pas que je les aime pas ou qu'ils soient mal castés, mais bon, ça me dérangerait pas d'entendre d'autres voix de temps en temps. Avec tout ça, récapitulons, on a un réalisateur-faiseur certes efficace, mais sans personnalité. Un directeur d'animation qui, par pur euphémisme, je ne porte pas vraiment dans mon cœur. Un scénariste issu d'un milieu complètement différent de la Japanimation, dont c'est le deuxième script au cinéma et dont le premier scénario a même pas été adapté car jugé trop merdique. On saupoudre tout ça avec des acteurs humoristes dans les rôles principaux, le tout dans un film au ton plus comique parce que les deux derniers films au ton sérieux n'ont pas convaincu le public, un ending chanté par un boys band alcoolique, avec néanmoins à la musique toujours les mêmes. Je ne saurais dire si je suis content ou déçu pour le coup, donc bon, on repart sur une promo habituelle, il y a juste rien à redire dessus. Ce dernier sort le 4 mars 2006 au Japon, et pour le point chronologique... Oh non, pas les points, pas les points. Ben pas grand chose, oui le film pourrait s'intégrer au canon de l'animé sans problème, entre les arcs Davy Backfight et Water 7. Voilà, on continue sur ces petits points parce que ça peut permettre de savoir si des éléments importants interviennent, ou pas, genre voir Franky ou Brooke, ou des power-ups spécifiques. Bon, avec toute cette attente, voyons voir si malgré tout ces mauvais signes, le film saura me donner tort. Non. Donc One Piece, le méca géant du château Karakuri, c'est parti! Le film commence directement avec notre équipage en très mauvaise posture et en pleine... Oh mon dieu! Eh bien, il faut reconnaître qu'on est au bord d'une catastrophe imminente, mais on s'en sortira, comme à chaque fois. Ouais non mais là on est vraiment mal parti, vous avez vu? C'est quoi ces designs de malpropres? Permettez... J'aurais pas besoin de ça aujourd'hui. Et bizarrement, les plus beaux détails sont sur des endroits bien précis, hein. Gros libard! On découvre que toute cette merde, c'était pour un trésor caché, et qu'est-ce que cette boîte peut bien protéger aux yeux du monde? Or, lingot, hentai insoupçonné, ou la belle-mère random d'un gars qui a été plutôt radical. Mais alors que l'équipage est parti pour s'en débarrasser... T'es malade! T'es malade! La grand-mère propose directement à marcher un ami. Oui, en parlant de trésor! Un trésor? Elle part au quart de tour! En échange de lui laisser la vie sauve et de la déposer sur son île, la mémé promet de remettre à l'équipage la couronne d'or du roi des mers. Alors Robin, tu l'as déjà entendu celle-là? Non? Faites pitié. Personne n'y croit, mais Luffy sent l'aventure et qu'est-ce qui pourrait mal se passer en se dirigeant vers une île qui promet moult belles aventures? Nous n'irons pas, c'est un endroit idiot. Décision est prise et Luffy nous fait la joie de montrer combien les animateurs sont mal gérés sur ce film via ce superbe plan. Pas beau. Oh non, pas beau. On a le droit à un petit générique d'intro qui est construit comme le générique de la croisière s'amuse. Ça en devient presque ridicule. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you. C'est mieux que de regarder un mur blanc. Quoique... Ils arrivent sur l'île avec une petite musique mélancolique et un peu d'idées d'ombrage et de lumière, mais toujours des boobs de Nami qui font des bruits de fou furieux. Absolument.
Je savais que c'était du pipeau, Luffy, pauvre andouille. Non mais j'applaudis, hein. Bosser avec une seule main, c'est très fort. Enfin bon, l'île qui nous est présentée reste plutôt jolie et s'appelle l'île Mecha. C'est étrange, d'où vient ce nom? Autant que je sache, elle s'est toujours appelée ainsi. Alors j'attends de voir le Gundam planqué sur l'île, mais bon, peut-être pour plus tard. On nous introduit nos vilains, donc on garde la compo, un qui s'appelle Ratchet et qui est le fils de la mémé, et ses deux acolytes, Osef, dont un avec un tic de langage. Ouais, ok. Super! Les chapeaux de paille essaient de les convaincre qu'ils veulent juste rendre la grand-mère, mais gros quiproquo. Qu'est-ce que vous nous voulez, satanés pirates? Faites demi-tour avec votre ration et fichez le corps d'essai. Allez pleurer dans les jupes de vos mères, retournez vous faire allaiter. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Maman! Et le vilain de notre film, le fameux seigneur Ratchet, fait sa dramatique entrée. Ah, bonté divine. Eh ben super, niveau méchant on passe à un tout autre level. Par contre attention, elle va tomber. C'est donc ça notre menace? Les vilains utilisent finalement un ventilo géant. Putain, j'en ai déjà marre! Qui leur permet d'éloigner nos amis, de quelques kilomètres. Mais bon, l'un des sous-fifres leur apprend quand même que l'histoire de la couronne n'est qu'une légende. Pourquoi tu ris? Vous êtes venus jusqu'ici parce que vous avez cru à un conte de fées? Oh merde! C'était pas du tout prévisible! Robin et Nami décident néanmoins d'essayer de trouver ce trésor, et pour ce faire, ils vont analyser les paroles de la chanson qu'ils ont entendues en rentrant. Le roi des mers, couronne d'or et ses mystères, les yeux du serpent blanc, de lune au firmament, le vent noir évince un sentiment si mince, bercé par les flots, le doux mouvement de l'eau. C'est chiant, hein? Et croyez-moi, c'est que le début, hein. Ils finissent par trouver par hasard une chaîne de montagnes qui ressemble à un serpent blanc, comme dans le poème. Mais pas du tout. Mais bon, l'équipage avance bien et réfléchissent à la mention des deux lunes du poème. Mais malheur, ils étaient observés de loin par l'un des sous-fifres, qui a tout entendu grâce à sa longue vue. Et il en informe le seigneur Ratchet, qui semble vouloir aussi résoudre l'énigme et semble bloqué aussi au même point. Donc nos vilains envoient un émissaire pour un pourparler, Ratchet vient se présenter avec sa tortue qui traîne du cul, et il se dit inventeur de génie et gouverneur de l'île. Il propose au chapeau de paille de s'associer pour trouver le trésor. Nami se méfie bien sûr et tente de faire parler Ratchet sur... Nami! Ah, quoi? Il y a une poupée qui apporte une tasse de thé! J'y crois pas! Après moult pitreries et digressions... Un instant, Ratchet! Ouvre les yeux, pour l'amour des cieux! Ratchet! Je ne suis pas mort! Mais il va la fermer sa gueule! Luffy accepte et on va peut-être pouvoir commencer un peu à avancer dans l'histoire, s'il vous plaît? Oui? Merci. Le roi des mers, la couronne d'or, les yeux du serpent. Nos amis font face à une chute d'eau et s'en sortent sur une scène que je dois bien avouer est créative, et ils finissent par découvrir un lac idyllique, entouré de statues d'animaux. Robin découvre et traduit des gravures qui dévoilent une énigme pleine de mystères qui, encore une fois, va se résoudre quand Luffy va faire un peu nimp et casser un truc. J'ai glissé, chef. Enfin, on découvre plus de choses mystérieuses, encore, Robin et Sanji traduisent les écritures, encore, qui racontent l'histoire de l'île, qui est, plot twist, pas une île, mais une tortue géante. Ratchet révèle que la tortue est restée endormie plus de 1000 ans et qu'à son réveil, elle doit pondre des œufs. Mais pour ce faire, les habitants doivent chanter un chant ancestral que personne ne connaît. Car, tenu secret par la famille de Ratchet, parce qu'il fallait bien encore un peu de mystère sur ce mystère. Ouais non, ça tient pas du tout, ouais. Ratchet nous dit que la couronne d'or n'existe pas, ou peut-être que si, mais il en sait rien. Et de toute façon, c'est pas ce qui l'intéresse. Je commence à être dans le même état que Usopp devant toutes ces conneries, sérieusement. Je commence à en avoir plein les couilles. L'alliance avec le vilain s'arrête là, car il est méchant, et répété après lui... Pour servir mon ambition, ou plus précisément mon rêve de dominer le monde. Quel abruti ce type! Waouh! Après le Beer Cannon, le gros monstre Fury et l'épée maudite Evanescence, rencontrez l'autre grande menace du monde, un fils à maman sur une tortue géante. Maman! Luffy croit que la couronne existe parce que... bah, il faut y croire, allez savoir. Le vilain s'enfuit vers son château et ainsi tout est mis en place pour conquérir le monde. Une tortue hyper lente, une armée de maids et un nouveau gouvernement. Bon, au moins c'est un choix de gouvernement assez rapide et assez stable, hein, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. Ratchet actionne son araignée géante volée de Wild Wild West qui prend le contrôle de la tortue et nos amis s'infiltrent dans sa machine pour le rush final. Alors, quels seront nos affrontements? Grand-mère! La Végatrice! Non! Luffy!
Même pas une petite goutte de satisfaction partielle. Ils sont finalement sauvés par la mère de Ratchet et leurs servants, ces derniers étant en plein désarroi, s'excusant pour tout et tentant de convaincre les chapeaux de paille de pardonner à Ratchet. Si vous tenez tant à vous excuser, donnez-nous plutôt de l'argent. Ok, non, là c'est drôle. La mère supplie qu'on épargne son enfant car c'est son plus beau trésor. Ce qui convainc Luffy de ne pas directement le tuer, mais juste, je cite, de l'exploser. Je l'explose. On verra ça le moment venu. Charmant. La phase finale du plan de Ratchet s'exécute et les habitants de l'île semblent assez chill vis-à-vis de cette situation. Oh, attendez, on me dit dans l'oreillette que Chopper vient de découvrir un truc en parlant avec la tortue. Oui, Chopper, dites-nous. Je crois que j'ai compris, tu te réveilles tous les 1000 ans pour pondre tes œufs. Oh, merci Chopper, mais on le savait déjà depuis 20 minutes. Si j'avais des jambes, je tomberais de ma chaise. Puis là, je suis désolé, je peux pas vous le montrer, mais c'est long. Mais que c'est long. On est censé être dans l'urgence, mais on est sur Van, et je suis sympa, je vous épargne une bonne partie d'entre eux. Car là, on est vraiment sur du... n'importe quoi. Je vous jure qu'en faisant la fin de cette review, en rematant le film, j'avais limite mal à la tête tellement je voyais de conneries passer. Ça s'arrête littéralement jamais. Bref, finissons-en rapidement avec un Ratchet versus Luffy et un robot dino chelou et... Oh regardez, c'est un avant-goût du Gear Second. C'est un avant-goût du Gear Second. Et c'est fini, Luffy a... explosé Ratchet, et tout ce qui nous reste, c'est un dernier coup de pression avec la tortue qui devient incontrôlable et se dirige vers une île voisine. Mais Luffy et les autres réussissent à l'arrêter via une nouvelle technique gomme-gomme tronçonneuse qui est franchement classe. Même si là on est plus sur une scie sauteuse, mais on n'est plus à ça près. Tout est bien qui finit bien, la tortue a aussi pu pondre ses œufs, mais personne n'a fait le rite, ni chanté la chanson. Et la couronne d'or, c'est en fait la carcasse des œufs qui sont en or. Et le film a déjà commencé le générique de fin pour nous inciter à nous tirer. Et on se casse même plus le cul à animer nos persos, hein, c'est bon, hein, barrez-vous, y a plus rien à voir. Ratchet est puni par sa maman et promet de se venger. Donc Lil a pas fini de se faire emmerder, mais bon, je m'en branle, on a fini, voilà. Je déprime un peu pour tout vous dire. On passe quand même sur un film ambitieux, engageant, avec plusieurs couches de lecture à... ça. Tuez-moi. Oui, vraiment, on est reparti pour décortiquer des merdes pendant un moment. Ça me frustre de plus en plus rien que d'y penser, donc je pense qu'on va en parler direct. 2 nouvelles à vous annoncer, capitaine. Commencez donc par la mauvaise, monsieur Spock. C'est que les scénaristes n'ont encore rien écrit et que le feuilleton a déjà commencé, capitaine. Vous voulez dire que... je suis filmé là? Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais loué l'ambition du film Baron Omatsuri et sa vision personnelle de One Piece. Et on avait remarqué qu'il y avait des discordances avec le manga au niveau idéologique, surtout sur la vision de l'amitié et ce qu'elle représenterait pour Luffy, une vision différente, voire même opposée au manga de base. Mais là, on est sur un cas extrême inverse. Clairement, l'objectif, c'était de dénoter de l'aspect sombre et original du dernier film, et proposer une aventure fun et classique sans grosse prise de tête, comme les 3 premiers moyens métrages. C'est-à-dire une intrigue cousue de fil blanc, les chapeaux de paille qui cherchent un trésor, arrivent sur une île mystérieuse, rencontrent de nouveaux personnages et le méchant qui seront les vecteurs de l'histoire, et on gagne ou pas un vrai trésor à la fin après que Luffy ait battu le gros vilain. On enrobe ensuite tout ça avec un ton très léger, très kill-friendly, qui est là juste pour amuser les plus jeunes. Et s'il y a moyen de rajouter un gamin insupportable pour que les enfants puissent s'identifier, on va pas se gêner. Petit con. Vous voyez, ça s'écrit un peu tout seul sur 1h30 et il y a moyen de mettre des pointes d'originalité ici et là si on a un peu de talent. Mais croyez-le ou non, même en le prenant sous cet angle, même en optant pour la solution la plus facile pour mettre en scène un film One Piece, ils ont réussi à le foirer. D'abord pour l'intrigue, on suit la structure classique d'un film One Piece avec une chasse au trésor. Mais on a déjà un gros souci avec celle-ci. La quête de la couronne d'or ne raconte rien. Alors on va me rétorquer que si, ça raconte quelque chose vu que c'est ce qui motive nos personnages à avancer. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Le trésor en lui-même ne signifie quasiment rien pour personne dans l'histoire. Dans le premier film, on avait un trésor qui avait du sens pour le vilain et les 2 nouveaux protagonistes, l'un se mettant en quête sur l'aspect matériel et les 2 autres cherchant plus un souvenir de celui qui l'a caché. Et c'est autour de ça qu'on développe les personnages. C'est une chasse au service de l'histoire et non pas un banal prétexte pour amener les protagonistes d'un point A à un point B. Dites-vous juste ceci, qu'est-ce que ça raconte que l'île soit dans les faits une énorme tortue géante ?
Bah rien. La seule personne pour qui ça pourrait porter de l'intérêt, c'est Ratchet et sa mère, vu qu'ils sont les gardiens de ce secret. Mais on ne s'en sert pas. Ratchet veut contrôler l'île en forme de tortue pour conquérir le monde. Pourquoi et comment? Bah je sais pas. La mère de Ratchet veut sauver la vie de son fils, mais on sait jamais vraiment où l'éducation a merdé pour qu'elle engendre une telle saloperie arrogante. Pourquoi la tortue finit par pondre ses œufs alors que les habitants n'ont même pas effectué le rituel? On n'en sait que chi. Et pour les chapeaux de paille, encore une fois, c'est juste des témoins qui observent et se bagarrent quand il y a besoin. On ne fait même pas un parallèle entre la tortue qui donne naissance à des petits et la relation parent-enfant entre Ratchet et sa mère. Ou même parler des machines de Ratchet qui tentent de soumettre le vivant de l'île, ici illustré par une tortue pour prendre le pouvoir. Mais ça, on l'aborde pas. Vraiment, sur les persos, c'est le vide. J'ai rien à dire ou à raconter. On creuse même pas le fait que Ratchet renie son héritage familial tout en restant très attaché à sa mère. C'est quand même chelou quand on y pense sérieusement. Non, parce que le lore de l'île aussi, on le survole tellement vite qu'on prend même pas le temps de visiter les lieux. Alors oui, je vois l'inspiration de l'île grecque Santorin de loin, mais c'est tout. On n'a quasi aucun contact avec ses habitants. C'est un peu con, surtout quand le trésor recherché concerne tous ces gens et que nos nouveaux personnages ont un statut particulier sur cette île. On sait tellement rien que je me demande encore si Ratchet est vraiment le seigneur de cette île et pas juste un gars bizarre dans son coin qui s'est autoproclamé roi sans que personne en ait rien à foutre. Comment voulez-vous que je le prenne au sérieux sans déconner? Bon, pour être juste, je note tout de même comme pointe d'originalité les machines de Ratchet, qui essaient d'être un peu créatifs. Et le fait que Luffy s'associe d'abord avec les vilains pour trouver le trésor. Bien, alors lisez ceci et signez ici en bas de la page. À la limite, c'est des idées presque rafraîchissantes si on oublie que le premier film l'a un peu fait avec Usopp, Nami et Drago. Alors comme ça, l'or se trouve sous cette porte. C'est qu'il marche. Mais cette alliance qui aurait pu permettre justement d'approfondir le personnage de Ratchet ne raconte quasiment rien, même pour ces sbires qui n'ont rien non plus de plus à raconter. Donc Osef, je veux dire, c'est quand même pas trop demandé de connaître les raisons de son ambition pour le comprendre. Surtout qu'on a un sacré décalage entre le côté malfaisant du personnage et le soin apporté pour sa mère. Enfin... Ouvre les yeux pour l'amour des cieux. Quand il veut bien. Ça aurait pu donner un contraste intéressant. Et même la mère de Ratchet, on l'approfondit pas plus que ça non plus. On avait juste besoin d'un personnage premier contact pour les chapeaux de paille, et c'est tombé sur la maman du méchant. Voilà, elle apprend pas grand chose de plus. Sur Ratchet ou sur comment il est devenu fou, hein. La seule utilité, c'est de motiver l'équipage à aller sur l'île et de pas trop amocher Ratchet à la fin. Comme si on avait absolument besoin de ça pour éviter que Luffy tue froidement ses ennemis. Mais bon, vous savez, je préfère des éléments qui ne servent à rien dans l'histoire, plutôt que des éléments scénaristiques qui se sabotent tout seuls avec un ton comique mal placé. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Le ton général du métrage reste très léger et se prend peu au sérieux. On pourrait limite être dans une parodie ou une satire à ce point-là. On a tous les éléments classiques qui composent un film One Piece et ils sont quasi tous un peu tournés en ridicule. Ce qui est une vision tout à fait recevable, et même j'oserais dire intrigante, si les créatifs derrière sont... disons... talentueux? Non, parce que là vraiment on va toucher au gros du problème. On est vraiment témoin des blagues les plus bas de plafond et mal pensées que j'ai pu voir dans un média dérivé One Piece. Oui, même One Piece Chopperman passe pour un modèle d'humour subtil et gaguesque à côté de ce film. Et comme je l'ai déjà dit à la base, moi, l'humour de One Piece, c'est pas trop ma came. Voici ton prochain adversaire, le Tetsu Gigantor numéro 32. Pauvre ringard. Qu'est-ce que tu as dit? Mais alors si en plus il est mal branlé... Arrêtez vous trois ou je vous mets des baffes, c'est compris? Alors là on se retrouve avec quelque chose qui est... Vous êtes prêts pour le départ? Vraiment... éreintant. Et je ne pense pas que cela désigne réellement un serpent blanc. Et fatigant. Un signe nous indiquant que la couronne d'or se trouve quelque part par ici. C'est du bruit. Constant. Et insupportable. Face de hérisson. Nous prévenir quand même. T'as failli m'étouffer, sombre crétin. Est-ce que tu aimes le bruit? Je ne dis pas le son, hein, vraiment juste le bruit pour le bruit. Du coup, on a tout le temps les mêmes vannes pas drôles et gênantes qui se répètent constamment. Strictement rien n'est pris au sérieux, même pas les moments qui devraient l'être juste un tout petit peu. Mon fils reste mon enfant adoré. J'implore votre pitié, pardonnez-lui de s'être égaré du droit chemin. Arrêtez la tortue et ramenez la paix sur cette île.
nous demande encore un service? Elle est drôlement rusée, la vieille pique. Bon, Jean-Mère, écoutez-moi. Si vous voulez, j'ai de l'or. L'homme dans le monde entier. Non, merci. Je sens très bien que ça veut être une sorte d'aventure légère. Après tout, des arcs du manga et de l'anime, comme le Devi Backfight, étaient bien plus humoristiques que sérieux dans son ensemble, et ça marchait plutôt très bien. Mais là, on a juste l'impression que personne n'en a quoi que ce soit à carrer des enjeux. Tout est pris pour une blague. Même les habitants de l'île semblent en avoir pas grand chose à faire que leur habitat se transforme en une entité vivante contrôlée par une machine géante. Je veux pas faire de comparaison évidente, mais on dirait vraiment les pires films de super-héros de DC et Marvel. Vous savez, ces films qui savent pas instaurer un aspect comique sans humilier ses personnages ou niquer des moments tragiques. Dostoïevski. Tu pouvais fermer ta gueule. Non, mais regardez, même la trahison ou le plan final de Ratchet ne sont pas pris au sérieux par nos héros en plus d'être ultra prévisibles. Le destin d'un génie est d'être solitaire. Donc en vrai, on s'en bat les couilles. Je suis sûr que l'idée derrière c'était genre « Ah, c'est rigolo, tout est un peu foufou, on se marre bien. » Non, on se fait chier. On est devant le spectacle d'un mec qui se croit comique et on est enfermé avec lui pendant 1h30 à écouter chacune des blagues les plus malaisantes et débiles qui soient. Vous avez vu, nous les hommes, comme on s'essuie, c'est pas comme vous. Hein. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je donne peut-être l'impression de m'acharner sur un aspect plutôt banal du film, mais croyez-moi, cet aspect-là prend tellement de place que j'en ai presque oublié une de ses autres plus grosses stars. Ce film est putain de moche. Oh là 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 là, mais ça part très loin, on a perdu la moitié de l'audience. Récupérons-la avec ce plan sur des nibards au hasard. Et oui, nous allons rentrer dans une ère de l'anime One Piece que, personnellement, je déteste visuellement. Et cela s'est forcément répercuté sur le film. Et on va s'attaquer d'abord à ce qui me pose le moins de problèmes, en parlant des designs des personnages. Et surtout celui des nouveaux. Vous le savez sans doute, mais je tiens à le rappeler, quand on parle de character design, on ne parle pas que de l'apparence physique d'un personnage, mais aussi de son style vestimentaire, qui est un marqueur culturel et social. Et dans One Piece, c'est particulièrement vrai. Quand on débarque sur une île, il y a un minimum de cohérence avec toutes les tenues. Par exemple, dans Alabasta, si on voit les différents habitants porter des djellabas, on sait rien que par leurs vêtements qu'on est dans un pays chaud inspiré du Moyen-Orient. Et si on voit Vivi dans des tenues plus uniques et fournies, c'est aussi pour indiquer son statut social et rôle de princesse du royaume. Et par corollaire, les vilains portent des tenues bien différentes car étrangers à ces terres, qu'ils souhaitent envahir ou détruire. Pour Wano, c'est pareil, une île inspirée du Japon féodal avec des habitants en tenue traditionnelle, à tel point que comme Alabasta, Luffy et une partie de ses alliés portent des vêtements raccords avec les lieux pour s'infiltrer. Bien sûr, j'ai pris les deux exemples les plus marquants et tout ce que je vous dis peut sonner comme une évidence, mais pour faire de bons designs, il est important de prendre ces éléments en compte. Mais on peut tout aussi bien jouer avec ces codes aussi. Par exemple, il y a le cas de Yamato dans l'arc Wano. Elle ne vient pas de l'île, mais elle souhaite tellement s'intégrer qu'elle porte volontairement les vêtements traditionnels du pays pour mieux s'y intégrer, contrairement à ceux qui colonisent le pays. One Piece cherche toujours à nous procurer une sensation de dépaysement dans chaque île que nous explorons, et les films ne dérogent pas à cette règle. Les villageois du film, du peu qu'on les voit, portent des simili-kimonos et des tenues tribales, ou encore des tenues de pêcheurs d'îles tropicales, impliquant également leur lien avec la nature. La mère de Ratchet, elle, porte un kimono et une coupe de cheveux à en faire perdre la tête Marie-Antoinette. Indice subtil que le personnage appartient à une certaine noblesse sur l'île, tout en restant imprégné de la culture de celle-ci. La bande à Ratchet, quant à eux, sont à l'opposé. Deux sont sapés comme des ploucs, avec un cosplay raté de Jotaro avec une coupe afro, Oula, 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 oula. ou un méchant anorexique et difforme de Ken le survivant. Je ne suis pas seulement le plus beau, je suis également le plus intelligent et tu vas bientôt l'apprendre. Par les journaux. Par les journaux, attention à moi. Et Ratchet, quant à lui, porte une salopette de mécano. Alors je me fous de leur gueule juste à moitié, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, ces designs servent une narration visuelle. Et on pourrait l'interpréter ainsi, comme quoi ils sont en total décalage avec les autres habitants, et Ratchet renie presque son héritage en s'habillant comme un mécano. On sait direct via son design qu'il est juste obsédé par les machines, ce qui rentre en décalage avec l'île qu'on explore et ses décors naturels. Un bon design, c'est un design qui parle de lui-même. On n'a pas besoin de le dire, mais tous ces éléments qu'on a vus plus tôt racontent quelque chose. Donc voilà, c'est un peu le moment où je souhaite être gentil car vraiment les bonnes idées, faut les noter et les saluer. Et je préfère pas faire un boulot de gros rageux sur ce point. Donc oui, les designs des nouveaux personnages ont du sens. Est-ce que je les aime pour autant? Ça, c'est une
autre histoire. Il y a bien de l'idée derrière et un minimum de travail, mais ça en fait pas forcément du bon travail. Les designs sont là, mais ne sont pas approfondis ensuite. On a des éléments, mais on n'en fait pas grand chose. Rien que le titre du film, par exemple, le château Karakuri. Eh bien pour votre culture, le mot Karakuri fait référence aux automates que fabrique Ratchet, et qui est le nom donné à des marionnettes japonaises. Mais le mot Karakuri peut aussi vouloir dire engrenage ou mécanisme, donc on est vraiment complètement dans le travail d'ingénieur de Ratchet. On voit bien qu'il fabrique des automates dans son château et qu'il n'a aucun intérêt pour les habitants vivants de l'île. Donc on pourrait limite théoriser qu'il ne trouve plus aucun intérêt à vivre avec d'autres êtres vivants, qu'il préfère s'entourer d'automates dociles. Son seul vrai lien, c'est avec sa mère. Intéressant. Mais bon, ça marcherait mieux si ces deux gugus de sous-fifre étaient des poupées, mais non! Du coup, ton truc c'est juste pour le style, et si tu mélanges avec toutes les autres idées isolées, ton film il pue la Bon, là je commence un peu à m'emporter, peut-être, mais bon, je peux passer outre. Par contre ça... va falloir qu'on en parle. On est sans doute devant le film One Piece le plus laid que j'ai vu en termes de design. Les personnages sont minces, limite rachitiques, à tel point que ça en devient dérangeant, surtout les persos féminins. Mais mon dieu que c'est affreux! Robin, qu'est-ce qui t'arrive? On te nourrit pas? Et Nami, qu'est-ce que c'est que ça? Et la mise en scène montre ça comme hyper sexy. Sérieusement, je reconnais même plus nos protagonistes à certains moments. Ils sont amincis à l'extrême, une tête arrondie, aucun détail et vraiment peu de finition. Ma maman, c'est ma sœur. Alors ok, on pourrait expliquer cette mauvaise qualité par un manque de temps, ce qui expliquerait les plans loupés et certains arrière-plans moches, mais vous étiez pas obligé d'essayer de nous distraire de tout ça avec un fanservice aussi gras. Les mamelons des persos féminins qui sont carrément animés, les plans bien placés et les tenues frivoles, clairement on est passé outre le côté film pour gamins et on est passé sur du... Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. Alors je n'ai sur le principe rien contre le fanservice, s'il est bien géré. Pour moi, tant que cela ne prend pas une place prépondérante sur le reste, et qu'on ne me prend pas pour un gros dégueulasse dont l'intention est conditionnée par le nombre de paires de fesses que je vois à l'écran, j'ai pas trop de soucis. Mais sur ce cas-là, je vois la terrible tentative de faire de Nami et Robin des simili Jessica Rabbit. Je suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça. Mais c'est tellement exagéré et si peu subtil que ça en devient limite dérangeant. Parce que si encore c'était une ou deux scènes isolées, j'aurais rien dit. Mais non, ce problème se pose sur tout le film. Je vous invite d'ailleurs à jouer au jeu de « Tu trouves pas ce plan bizarrement cadré ?» et je vous garantis une cirrhose à la fin de votre session. J'ai strictement rien contre le fait de montrer des personnages sexy dans des œuvres, si c'est dans l'intention de base pour le personnage et que ça raconte quelque chose. I'm here for you, James. Mais on va pas se mentir, dans la Japanime, c'est pas évident. Mais même dans ce médium, il y a eu moult réussites, et même dans One Piece. Boa Hancock, par exemple. Un personnage défini dans la diégèse comme la plus belle femme du monde, dont le pouvoir, les tenues et le style de combat sont faits pour jouer de ses charmes auprès des autres. Je suis pas naïf, le personnage est pas un parangon de féminisme, et son design est clairement là pour amadouer le public masculin, dont je ne cache pas faire partie. Mais pour ce film, c'est tellement envahissant. Et je remets toute la faute à Eisaku Inoue, qui est un animateur que je conspue lorsqu'il s'agit de One Piece. Pour être honnête, en tant que directeur d'animation et animateur, je lui reconnais au moins un truc. Les épisodes qu'il dirige sont généralement ceux qui sortent du lot en termes d'animation et de mise en scène, et surtout en termes d'expressivité des personnages. Et même dans ce film, il y a quand même des tronches vraiment pas mal. Ça, je peux pas le lui retirer, il sait faire. Pour Saint Seiya, le gars fait son taf, et certaines illustrations du bonhomme sont plutôt propres. Faut dire, Saint Seiya, c'est pas la licence la plus adaptée pour sexualiser des persos féminins. Elles sont genre 3 ou 4, et c'est plutôt l'inverse qu'on fait. Oh le fourbe, il était nu sous ses vêtements. Par contre, pour One Piece, ah bah là ça devait être dur de dessiner avec une main, et je suis pas le seul à le voir. Je note un pattern. Oui, moi aussi. À côté, le fanservice entourant le Gear Second passe bien mieux. On le voit pas complètement, mais on sent que Luffy réveille un pouvoir, qui apparaîtra plus tard dans le manga et l'animé. Un peu comme l'a fait Dragon Ball Z avec le prototype du Super Saiyan de Goku dans le film Slug. Le fanservice, ça se manie avec justesse, que ce soit pour du contenu érotique ou non. Et dans les films dont on a fait la review, on a rencontré des formes de fanservice plus ou moins bien placées. Mais voilà, ça restait du bonus appréciable. Ici, ça ne marche pas. Et puis surtout, bah c'est juste moche quoi, même en mouvement. Il y a des plans, faut être honnête, c'est ni fait ni à faire. Je l'ai déjà dit, mais le film sort dans une période serrée pour la Toei, et ça se ressent directement sur ses productions. On est certes un cran au-dessus et encore de l'animé, mais bon, utiliser
utiliser l'anime One Piece comme référentiel, c'est pas la meilleure des idées. Le film n'est dans son ensemble pas très beau à voir, mais si je dois rester honnête, il y a plusieurs bons points, et je mets un peu de lube avant d'enculer à sec le reste. Mais quel poète. On pourrait noter que certains plans sont propres et bien travaillés, notamment sur l'éclairage, comme à l'arrivée de l'équipage sur l'île baignée avec les lumières des reflets du soleil sur la mer, et la cave dans laquelle Robin découvre les secrets de l'île est aussi assez jolie. Il y a un travail sur les couleurs et la lumière assez pétante dans le film, et c'est un bon point, mais ça reste que ça, c'est un peu joli, pas transcendantal. Mais voilà, genre c'est le minimum qu'on demande à un long métrage d'animation, donc forcément je vais pas être sympa pour le reste, parce que bon, le gros X c'est l'animation notamment et l'utilisation de la CGI. Depuis le 4e film, on sent que les équipes de la Toei s'essayent à la 3D, mais on l'utilise le plus souvent pour des éléments du décor ou faire des plans de caméra ambitieux qui seraient fastidieux à faire en 2D. Et pour illustrer tout le problème, on va revenir sur la scène de Zoro au début du film. Une scène laide visuellement car on sent bien trop le décalage entre la 3D et la 2D. Le Zoro en 2D est mal intégré sur un plan 3D dynamique et l'animation de marche est lamentable vu qu'elle nique complètement les règles d'espace du lieu. Bref, ce plan semble bâclé et improvisé, c'est un 0 sur 20 niveau technique. Et vu que ça se passe au tout début, je suis sûr que c'était pour nous en mettre plein les yeux, mais ils ont réussi à me faire ressentir tout l'inverse. Et ça n'a aucun réel but, à part voir le Merry en 3D et voir Zoro marcher dessus. Au moins dans les autres films qui utilisaient un peu de CGI, c'était pour une scène grandiose et nous montrer des choses palpitantes. Bref, ça servait à quelque chose. Dans le 4e film par exemple, dans le plan d'intro, on remonte la rue vers le bar où se trouvent nos héros. On voit tout l'environnement d'une île pirate dans lequel on sent toute l'ambiance de beuverie et de débauche, pour enfin finir dans un bar par l'intermédiaire d'une caméra qui suit en fait le point de vue de ce mec. Certes, on s'est un peu moqué de ça parce qu'on est des connards, mais en vrai ce plan, même si techniquement on est sur le level d'un bonus DVD Disney, servait à nous immerger dès le début dans l'ambiance du film. Même dans le film 5, quand on introduit les sbires de saga, ça permet d'iconiser les personnages, certes de manière un peu kitsch, mais au moins on essaye de soigner leur entrée. Là, le plan que je vous montre ne sert à rien. Super, Zoro monte l'escalier du bateau, et c'est tout. Je sais bien que j'ai tendance à suranalyser, cela dit, je suis pas le plus forceur sur YouTube quand il s'agit de One Piece, mais dans un contexte où on utilise un outil qu'on maîtrise partiellement, ce plan n'a aucun sens, et prouve bien que les moyens n'ont pas été mis là où il fallait. Et là, je m'énerve sur la 3D, mais la 2D, c'est pas mieux, parce que mon dieu, c'est chum. On est un poil en dessous du niveau du film 5, qui était déjà pas glorieux, à la différence près que ce dernier n'a pas autant objectifié les personnages féminins comme des morceaux de viande. Parce qu'on en arrive à un point où je pense que même les seins de Nami sont des persos à part du film, vu qu'il semble y avoir un animateur dédié pour eux. Encore une fois, les moyens là où il faut pas. Le peu que je vais sauver, c'est le combat final contre Ratchet, qui a vraiment de bonnes idées de mise en scène et d'affrontement. Surtout ce coup-là. C'est l'un des seuls moments où j'ai pris plaisir à voir le film. Mais ça intervient dans les 15 dernières minutes, c'est pas sérieux. Elle est super naze. Mais dis donc, en voilà des manières. Je vais pas manger une entrée de vomi suivie d'un plat de merde pour espérer un cookie au dessert. Donc même si l'animation se réveille vers la fin, c'est trop tard. J'ai déjà abandonné, je suis cuit. Qu'est-ce qui peut me consoler? Les OST? Eh ben même ça ne passe pas. Elles se mélangent très mal avec les différentes scènes du film. Et même si c'est souvent un des points forts des films qu'on retrouvera avec plaisir dans l'animé pendant l'arc Enies Lobby et bien après, cela reste mal monté. Pour le reste, dans cette OST, on retrouve des fanfares, musique de prédilection des thèmes de One Piece, avec des sons électro pour aller avec l'aspect mécanique des inventions de Ratchet. Ça fait plaisir. On notera aussi une reprise de l'hymne à la joie. Lorraine a joui, l'hymne à la joie. Et ce n'est pas la première fois que des morceaux de musique classique sont servis dans One Piece. Et la dernière fois, ça avait quand même plus de gueule. Mais bon voilà, comme d'habitude, ça ne sauve aucun meuble, l'animation et les designs sont dégueulasses, la réalisation ne sauve rien du tout et ne fait rien. Alors expliquez-moi comment ça pourrait avoir du succès? Je peux te dire un truc? Non, t'as pas l'air au top. Ah, ta peau est pas bien hydratée, ton visage est nul. Non, je crois que t'es pas en bonne santé. Attends Matt, je te mets ta gueule en 4K. C'est scientifique, c'est mécanique, ça se voit que tu manques de moulaga.
On va aller très vite sur ce sujet pour ma santé mentale et celle de mon monteur, qui a dû se retaper le film pas mal de fois pour préparer la vidéo. Je suis mort pour vos péchés. Le film sort le 4 mars 2006 et finira sa course sur... Et mesdames et messieurs, je suis fier de vous annoncer que nous pénétrons dans la zone du moins de 1 milliard 900 millions de yens, quand même! Tiens, t'as qu'à t'asseoir à côté des films Bleach, là-bas. La baisse n'est pas aussi violente que celle entre le 5e et le 6e film, mais là on confirme le déclin de la licence One Piece au cinéma. Le film a eu le pire score de la saga au ciné, et c'est mérité! Voilà, c'est méchant, mais c'est vrai. Alors pourquoi une telle chute, me direz-vous? Eh bien, j'ai longtemps réfléchi, et ma théorie la plus probable, c'est que ce film n'a pas eu de chance et s'est juste révélé par être une grosse merde! Je pense vraiment qu'il faut pas voir plus loin que ça. Le film n'a pas convaincu les fans et le bouche à oreille a dû être désastreux. Les personnages secondaires sont bien utilisés. C'est absurde, j'adore. C'est de la faute à One Piece en général. Irrécupérable, le dernier des abrutis. Le truc à part, ce sont les seins de Nami. Ils rebondissent et gigotent. Ce fut une expérience agréable. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... La licence s'essouffle et finit par gaver les spectateurs. De voir toujours ces mêmes films d'aventure sans importance, alors que le manga est au milieu de son meilleur arc. Et on a tous les concurrents habituels qui viennent se faire un plaisir de prendre l'intérêt du public pour de meilleures expériences, comme Doraemon, Détective Conan et le dernier Ghibli, Les Contes de Terre-Mère, un film sous le thème de la famille. After just an hour, Miyazaki abruptly walks out. T'avais fait un cadeau pour la fête des pères. Oh la merde, dégage. Donc bon, il finira sa course 54e au box-office de 2006, donc on ne rentre même pas dans le top 50. Alors certes, c'est toujours plus que Hokuto no Ken, Gundam, Naruto ou encore Bleach qui faisait son entrée au cinéma, mais pour One Piece, qui est le manga le plus suivi de toute l'archipel, ça fait très mal au cœur. Et ça va expliquer aussi beaucoup de décisions futures du studio quant à l'exploitation de One Piece au cinéma. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo, et il est temps de conclure. Bon, faisons des recherches. Je veux un site où il y a des jambes, fesses, poitrine... Le site officiel de la boucherie Armand Cadieux cette semaine en spécial fesses de jambon, poitrine de dinde et jambes de porc. Merde. Vous savez, j'y croyais. Après un 6e film qui montrait toute la bonne marche à suivre, je me suis dit naïvement que tout irait pour le mieux, que nous n'aurions plus jamais de mauvais films One Piece et que tout rentrerait dans l'ordre. J'allais découvrir des pépites cachées et des films oubliés qui méritent de nouveau l'attention des fans. Mais non. C'est fini les enfants. Avalez vos pilules de cyanure pour ne pas souffrir. Et ça confirme ce que je pensais. Le baron Omatsuri est surtout une anomalie. Et ce film qu'on vient de voir, c'est la norme, sur lequel tentent tous les grands studios. Je suis juste blasé à ce stade. Même pas énervé. On est sur un navet qui n'a même pas pour lui le simple fait d'être médiocre, comme certains de ses prédécesseurs. C'est le canard boiteux de la saga. Il tient même pas la comparaison avec les pires d'entre eux. Le 3e avait pour lui d'être plutôt joli et rapide, tandis que le 5e se prenait tellement au sérieux qu'il en devenait involontairement drôle. Quelle ironie, celui qui se voulait être une comédie se retrouve moins drôle que le film qui se voulait être le plus sombre de toute la saga. Critiquer ce film, c'est comme tabasser un tétraplégique. C'est marrant 5 minutes, mais ça sert à rien. Il y aura aucune surprise sur le résultat final. On n'y prend aucun plaisir. Le mec se défend même pas et on finit par se poser la question: putain, comment j'en suis arrivé là dans ma vie et pourquoi je fais des comparaisons aussi cruelles? Et on a bien vu pourquoi ce film ne pouvait pas marcher. Tous les ingrédients étaient là pour qu'il ne marche pas. Un scénariste qui semble n'avoir qu'une vague idée de ce qu'est One Piece, les membres du staff habituel débordés et qui bossent sur l'animé dans sa période la plus trouble jusque-là, des moyens mis au mauvais endroit et au mauvais moment, ça ne pouvait pas marcher, à mon avis. Et c'est peut-être faux. C'est que le staff était sur les rotules, ou alors ils en avaient juste rien à foutre. Mais ma théorie, c'est qu'on est sur un mix des deux. Et pour constater ça, il suffisait juste de se pencher sur l'animé à l'époque. On l'a déjà dit, mais à ce moment dans One Piece, on est à l'arc Water 7 Enies Lobby dans le manga. Mais en animé, c'est selon moi l'arc qui montre les premières boursouflures du format fleuve et ses plus grosses limites. Les épisodes fillers deviennent des récaps et certains fillers popent au milieu d'un arc sans s'occuper de les introduire dans la continuité de la série. C'est la guerre, putain! Les épisodes commencent à tirer encore plus en longueur, la faute à une production continue, se rapprochant très fortement du manga. Et ces moments, c'est un enfer pour une production. C'est clair.
On est tous dans la merde. Rajoutons à ça que les membres du staff les plus talentueux et expérimentés sont soit déjà passés sur les précédents films, soit sur d'autres licences, soit partis voir ailleurs. Il ne reste donc plus que les habitués du studio, déjà éreintés par la licence depuis plus de 7 ans, à qui on demande de faire un film tous les ans, en plus de l'animé. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Ce long métrage, au final, c'est pas le problème, c'est un symptôme, un signe clinique du mauvais état de la licence en animé. Autant au début, on tenait bien la barre, mais là, ce format de production ne marche juste plus. Voilà! Tout ça pour dire que ce film ne raconte rien, n'a rien de bien intéressant à offrir, et ne prend son intérêt que dans une contextualisation sur la licence en général, et qui laisse surtout un constat bien amer. Et j'espère que la Toei va retenir la leçon et se remettre sur ses deux pieds pour proposer une vraie nouvelle expérience, qui nous remet en confiance pour la suite de One Piece au cinéma. Et c'est justement ce que fera le prochain film en proposant un remake de l'arc Alabasta avec la même équipe. Non!